Bonjour à toutes et à tous. Vous venez de me rejoindre au Monténégro, un petit pays des Balkans à peine plus grand que la région Île-de-France. Le Monténégro est le dernier pays de l'ex-Yougoslavie à avoir obtenu son indépendance en 2006, ce qui en fait l'un des plus jeunes au monde. Et pourtant, son histoire est riche de luttes et de conquêtes. Si comme moi, vous avez envie de prolonger l'été, nous sommes au bon endroit. Je commence mon voyage à Kotor, une cité médiévale incroyable qui offre un panorama saisissant sur les montagnes et sur sa baie jusqu'à la mer Adriatique. Je sais que vous êtes prêts à succomber au charme du Monténégro, à ses paysages dantesques et à sa culture singulière. Soyez toutes et tous les bienvenus dans vos nouvelles échappées belles. Dobrodošli u Crnoj Gori. Bienvenue en Monténégro. Le Monténégro, une destination coup de cœur. Quand les Vénitiens sont venus ici vers 1420, ils ont découvert ces montagnes couvertes de forêts noires, ce qui a donné le nom de montagnes noires. Tu sais que j'adore me promener à côté de toi. C'est rare qu'un garçon soit beaucoup plus grand que moi comme ça. Un patrimoine riche. Ici se côtoient les cultures et les religions de la région. Il y a des Albanais catholiques, des orthodoxes, des musulmans. C'est pour moi toute la beauté de cet endroit. Bonjour à vous tous. Veuillez vous lever pour accueillir l'hymne yougoslave. Un brin de nostalgie. J'aime ces bâtiments socialistes. Certains diront que c'est moche. Moi j'aime ça. Ils ramènent à une époque plus heureuse dans les années 60-70. Et pour Tiga, des moments forts à partager. J'aime bien sortir en ville, faire la fête. Mais quand je m'éloigne de la montagne, je ressens un grand vide en moi. Bienvenue sous le soleil du Monténégro. Bravo! Bonjour, dober dan. Bonjour. Oh, vous avez des glaces? Vanille ou chocolat? Vanille, s'il vous plaît. Ça fera 1,50 €. Merci beaucoup. Très bonne journée, hein? Au revoir. Alors, Dolores. Ah. Salut Tiga. Dober dan. Oh, tu peux dire Kenova pour dire bonjour ici. On dit Kenova. En fait, c'est une façon de dire bonjour dans le dialecte de Kotor. Mais tu peux aussi dire dober dan en monténégrin, ou zdravo, ou ciao. Donc Kenova. Là, on va me prendre pour une fille de Kotor. Oui, c'est ça. Dolores, je suis tellement heureuse de te rencontrer. C'est beau, Kotor. Oui, c'est normal, c'est la plus belle ville du monde. Grâce à ce contraste entre la mer, les montagnes et les remparts. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la ville est classée au patrimoine de l'UNESCO. Et alors là, tu m'as donné rendez-vous devant la porte de la mer. Oui, autrefois, la mer montait jusqu'ici. Les bateaux accostaient devant la porte et c'était la seule façon d'entrer dans la ville. La porte de la mer a été construite dans le style baroque et Renaissance et notre histoire y est inscrite. On voit ici l'inscription 21 novembre 1944. C'est le jour de la libération de la ville après la Seconde Guerre mondiale, ainsi que le blason de l'ex-Yougoslavie. Quand Kotor était sous domination vénitienne, la porte était même ornée d'un lion, le symbole vénitien. J'ai l'impression d'être dans un décor de cinéma, c'est magnifique. Oui, tu as raison, il y a eu beaucoup de films du monde entier qui ont été tournés ici grâce aux beaux monuments et aux paysages. Ça m'étonne pas. C'est charmant, Dolores. C'est la cathédrale Saint-Tryphon. C'est ça. C'est l'un des monuments les plus importants à Kotor. Ici, tu peux voir l'année de sa construction, 1166. C'est une cathédrale parce que Kotor est une ville catholique, même si les Monténégrins sont majoritairement orthodoxes. Elle est vraiment marrante, cette ville, parce qu'elle est absolument pas symétrique. On dirait que vous n'avez jamais fait appel à un architecte. Effectivement, on n'en a pas eu besoin. C'est un vrai labyrinthe typiquement médiéval.
Une chose caractéristique, c'est que la plupart des rues ne portent pas de nom. Celle-ci est si étroite qu'une seule personne peut passer. On l'appelle donc la rue « Laisse-moi passer ». Ah, donc tu passes la première, ok. C'est vrai, j'aurais dû te laisser passer d'abord. Non, je t'en prie, Dolores, on est chez toi, je te suis. Oh, mais regarde, il y a des masques vénitiens dans cette boutique. Oui, tu vois, ces masques sont la preuve que Kotor a été une ville vénitienne. C'est maintenant que je comprends pourquoi on appelle Kotor la Venise du Monténégro. Cette place est importante pour moi, car je vivais ici quand j'étais petite. Ici se trouve la maison de ma grand-mère dans laquelle j'ai grandi. La voici, c'est la maison blanche avec les volets verts. Ça, c'était ta maison? Et nous y avons vécu jusqu'au tremblement de terre en 1979. T'aimes les chats? Oui, comme tout le monde à Kotor. J'ai toujours eu un chat à la maison et maintenant j'en ai même 2. Dolores, tu as toujours été guide à Kotor? Cela fait 15 ans que je fais ce métier et c'est très épanouissant. Tu parles de la ville où tu es né, où tu as grandi. Tu sais, Dolores, je t'avoue que l'histoire du Monténégro, je la connais pas si bien que ça. Est-ce que tu pourrais me raconter un petit peu ce qui s'est passé ici? En fait, c'est Tito qui a fondé la République fédérale de Yougoslavie à la fin de la Seconde Guerre mondiale. 6 républiques ont alors été formées. La Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, la Macédoine et le Monténégro, qui est la plus petite de ces républiques. Et avec le temps, l'histoire, chaque pays a pris son indépendance. Et comment ça s'est passé pour le Monténégro? C'est par un référendum populaire en 2006 que le Monténégro est devenu le dernier de ces pays à obtenir son indépendance. Alors j'imagine que l'histoire n'a pas été facile, elle est même très tumultueuse. Une chose est sûre, c'est que moi je suis aujourd'hui ici avec toi au Monténégro, dans ta ville, à Kotor, et que mon voyage s'annonce très très bien parce que tout ce passé fait finalement votre richesse et que ce soit architecturalement, dans votre culture, vos traditions, je suis sûre que ce voyage va être merveilleux. Je suis très heureuse, Dolores, je te fais un câlin. Merci beaucoup pour ta gentillesse. Sur l'Adriatique, le Monténégro, la montagne noire, attire chaque année plus d'1,5 million de touristes. Plus du double de sa population. Après les Russes et les Serbes, les Français sont les plus nombreux à visiter ce pays, à peine plus grand qu'un département français. Prenez un gilet. Il y a 30 ans, Mirko a ouvert son club nautique. Né dans une famille de juristes, ses parents voulaient qu'il plaide. Mais en France, à Val Thorens, il a découvert le jet ski. C'en était fini du droit, il allait miser sur le tourisme. C'est parti! Quand j'ai commencé les sports nautiques, ici c'était la Yougoslavie. À l'époque, il y avait beaucoup de touristes qui venaient du monde entier, des Français, des Allemands, des Anglais. Et puis malheureusement, les atrocités de la guerre ont tout foutu en l'air. Pendant la guerre, entre 1991 et 2001, je suis resté ici. Il n'y avait pas de boulot, mais j'ai survécu. Je ne voulais pas quitter la mer. Je ne voulais pas prendre part à cette horreur. Ici, j'ai trouvé la paix. La mer et la montagne m'ont tout donné. À l'époque de la Yougoslavie, l'État organisait le tourisme. Il formait tout le personnel, du directeur à la femme de chambre. L'économie était planifiée selon un système communiste. Après l'éclatement de la Yougoslavie, dans les années 90, le Monténégro a privatisé ses entreprises, toutes sauf la viticulture. Cette production noble est devenue un atout touristique pour le pays. Bienvenue dans notre grand vignoble.
On a au total 11,5 millions de pieds de vigne. Et si vous vouliez passer à travers toutes les rangées, visiter chaque pied de vigne, vous parcourriez la distance d'ici à Chicago. Tenez, je vais prendre une grappe et si vous voulez goûter. Tout ça, c'est l'héritage de la Yougoslavie. À l'époque, chaque république avait son domaine de compétences à développer. Le Monténégro, c'était le vin, et il s'est développé au XXe siècle. Grâce à ça, même si géographiquement on appartient au vieux continent, on arrive à concurrencer les jeunes nations viticoles. Avec l'un des plus grands vignobles d'Europe, le Monténégro veut écrire une nouvelle page d'histoire. Au nez, vous allez sentir les fruits rouges et le bois qui prédomine. La framboise ressort également. La cave immense est une ancienne base de l'armée yougoslave. Les 17 millions de bouteilles annuelles ont remplacé les 27 avions qui s'alignaient ici. Ici, personne ne connaît trop l'histoire de l'endroit, car il y a des secrets militaires. Comme les vacanciers, la première fois que je suis rentré ici, j'ai été surpris et fasciné. Aujourd'hui, je trouve que ce revirement est un joli pied de nez à l'histoire. Le tourisme offre d'immenses perspectives à la jeunesse monténégrine. Mirko n'a jamais voulu quitter son pays. Pour gagner sa vie, il est devenu guide de montagne. Pourquoi la pierre est comme ça, toute craquelée ici? Parce qu'ici, il y avait des glaciers et que lorsqu'ils se sont déplacés, ils ont écrasé la roche. Ici, pour s'en sortir, il faut être un self-made man. Je pense que pour ma génération, ça a été plus facile qu'en Yougoslavie. On a plus de liberté, on a plus de place pour l'entrepreneuriat privé. On peut monter nous-mêmes notre business et peut-être rêver d'une success story. Pour travailler et rester au Monténégro, Mirko et ses amis ont monté leur entreprise de guide. Certains ont étudié les maths, les arts, l'ingénierie ou l'informatique en Serbie ou en Bosnie, avant de revenir au pays pour se livrer corps et âme au tourisme. Quelqu'un a dit avoir vu un ours? Un ours ou un loup? Un ours. Ça ne peut pas être un loup. Le loup est plus haut dans les montagnes. On pense que l'on peut changer les choses avec ce que l'on fait. On veut inspirer les jeunes qui sont partis, qu'ils reviennent pour travailler dans leur maison. Tout ce que l'on fait, c'est pour garder la jeunesse ici. C'est la responsabilité de notre génération. Sur les plages, dans les vignobles ou en montagne, les visiteurs affluent. Au Monténégro, un tiers des emplois dépend désormais du tourisme. Tiga, on est arrivé à Perast, la petite ville baroque, la plus jolie et la plus préservée des Bouches de Kotor. Donc ici, chaque petite maison, palais ou église raconte l'histoire et témoigne de la richesse du passé. C'est le passé glorieux des capitaines et des marins de Kotor. Allez, viens, je t'emmène sur un petit bateau. Nenad, salut, tu peux nous emmener? Bonjour, comment ça va? Bonjour, on va très très bien, merci. Vous avez un super look. Je t'emmène voir une église qui est la plus importante ici chez nous. Elle est située sur une île artificielle. Comment s'appelle cette église? Elle s'appelle Notre-Dame du Rocher. Juste là. C'est l'endroit le plus beau et le plus visité des Bouches. Il y a une très belle légende sur cette église qui date du XVe siècle. Raconte.
Un soir, 2 frères sont partis pêcher près d'un rocher qui dépassait de l'eau. Ils ont aperçu quelque chose sur ce rocher. C'était une peinture de la Sainte Vierge, avec l'enfant Jésus. Ils ont pris l'icône pour la rapporter chez eux. Et cette même nuit, un miracle s'est produit. L'un des frères qui était malade a guéri. Et lorsque cette église a été construite, les habitants de Perast ont décidé d'y conserver l'icône de la Vierge à l'endroit où elle était apparue. Merci, capitaine. À tout à l'heure. Je viens souvent ici pour faire visiter l'église aux touristes, mais aussi pour prier et pratiquer ma religion. Ce n'est pas grand, mais c'est rempli d'amour, de foi et de témoignages du temps passé. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, moi, je vois que c'est de l'art baroque, enfin, c'est une église baroque. Oui, c'est vrai, c'est une église baroque. Et notre peintre Tripo Kokolia a peint 68 tableaux qui représentent la vie de la Sainte Vierge. Est-ce que ça, ce serait le tableau du miracle? Oui, c'est cette peinture qui a été trouvée sur le petit rocher au XVe siècle. On dit que grâce à cette icône, de nombreuses vies ont été sauvées et beaucoup de gens ont retrouvé la chance. Et ça, par exemple, Dolores, qu'est-ce que c'est? Ce sont des ex-voto. Chaque plaque en argent raconte un événement qui s'est produit en mer. Que ce soit une tempête, une bataille navale ou tout simplement l'histoire ordinaire d'un malade qui a guéri. Pour remercier la Vierge, chaque personne concernée a fait réaliser une plaque. Dans cette petite église, on a plus de 2000 plaques d'argent. La collection qui est conservée dans cette église est une des plus grandes au monde. À notre époque, est-ce que ça se fait encore, les ex-voto? Oui, bien sûr, les fidèles et les habitants d'ici continuent avec cette tradition. La dernière plaque a été apportée ici il y a quelques jours. Mais qu'est-ce qui se passe là derrière? On est derrière l'autel. Quand on passe la main dans le trou, on peut toucher le rocher sur lequel les 2 frères ont trouvé l'icône de la Vierge. C'est donc une toute petite église sur un tout petit rocher. On sent ici qu'il y a énormément de ferveur, beaucoup de croyances, d'histoire. C'est vraiment chouette de m'avoir emmenée ici. Merci, Dolores. Dolores, merci beaucoup d'avoir accepté de m'accompagner en kayak dans les Bouches de Kotor. D'habitude, je ne fais jamais ça, mais pour toi, Tiga, je fais une exception. J'en faisais quand j'étais petite, mais là, ça doit faire 25 ans que je ne suis pas montée dans un kayak. Et alors donc ici, c'est un fjord? Non, non, Tiga. Même si le paysage te rappelle les fjords de Norvège, ça n'en est pas un. C'est la mer qui pénètre dans les terres par cette embouchure. Ce ne sont évidemment pas les glaciers qui l'ont formé. Et surtout, c'est d'origine tectonique. Ce sont des tremblements de terre qui ont donné ce paysage il y a des millions d'années. Quand les Vénitiens sont venus ici vers 1420, ils ont découvert ces montagnes couvertes de forêts noires, ce qui a donné le nom de montagne noire. Attention les enfants, on n'a pas le permis. On a retrouvé la civilisation. Ça, il partira pas sans nous. Tiga. Oui. Tiga, je te présente mon amie Mila. Salut.
C'est marrant, tu arrives en kayak. Bonjour Mila. C'est joli ce que tu fais. Mila est en train de réaliser une broderie traditionnelle. La broderie de Dobrota, c'est le nom de ce village. Il faut de la patience. Mais plus on travaille, plus on a de résultats, et plus on aime ce qu'on fait. Ça devient ensuite plus facile. Si tu veux, je peux te montrer une dentelle plus moderne que celle-ci. Oui, je veux bien voir. Et toi aussi, tu en fais, Dolores? Voici une dentelle moderne que j'ai réalisée. Combien de temps pour faire, par exemple, une pièce comme ça? Oh, un peu plus de 100 heures, je pense. Ouh, 100 heures! Oh là là, quelle patience, effectivement. Les filles, comment est apparue cette tradition de la dentelle de Dobrota? La tradition est arrivée par la mer Méditerranée. En attendant leur mari, les femmes travaillaient la dentelle pour que le temps passe plus vite. Et de leur voyage, ils rapportaient le matériel pour faire la dentelle. Moi, vu que j'attends mon mari, je vous propose qu'on se mette à la dentelle. Peut-être qu'il va arriver par la mer, là, on ne sait jamais. Ça va le faire venir. Tu sais, j'ai réalisé la clé de la porte de la ville de Kotor pour un homme que j'ai beaucoup aimé. C'est donc comme ça que tu lui as déclaré ton amour? Oui. Quelle belle histoire! Entre la terre et la mer, le Monténégro est riche de ses cultures slaves et méditerranéennes. Ulcine, au sud du pays, à 15 km de l'Albanie, est la ville la plus méridionale du Monténégro. Ici, toutes les cultures du bassin méditerranéen se sont mélangées. Les influences orientales, romaines, vénitiennes et ottomanes impriment le quotidien. Chacun possède un lien fort avec la Méditerranée, comme Senad, restaurateur. Pour aller au marché aux poissons, il prend la mer, la seule route qu'il aime. De barque en barque, la Méditerranée l'approvisionne. Salut Drasko. T'as quelque chose pour moi? La mer nous apporte le sel, le poisson, le tourisme, le soleil, tout ce qui nous fait vivre. Les envahisseurs sont venus par la mer. Avec eux, ils ont apporté leur culture. Elles nous ont enrichis. C'est ça la Méditerranée. Un mélange de culture et de différences. On est fiers de ça ici. Au XVIIe siècle, Ulcine est devenue une ville de pirates. Les corsaires maltais et nord-africains cachaient leur butin à l'abri sur la petite plage. Ils ont participé à l'essor de la ville. Aujourd'hui, entre les Tuiles et les Bougainvilliers, la station balnéaire est bondée de vacanciers. Comme Senad, les touristes veulent évidemment goûter au bourrek. Salut, tu me sers un bourrek à la viande? Va t'asseoir, je te l'amène. Une recette turque venue de la mer en traversant la Méditerranée. Nos bourreks sont un peu différents de ceux que l'on trouve en Turquie. Là-bas, c'est seulement des couches de pâte fine, très fines. Elles sont étendues à la main. Ici, nous, on y ajoute de la farce et des oignons mijotés. Ce kiosque à bourrek est un pilier de notre culture. C'est le petit déjeuner. Il fait partie du quotidien de chaque homme de cette ville. Allez, salut, à plus tard. Ulcine à la rencontre des peuples de Méditerranée. Toutes les semaines, Senad fait son marché. Ici, tous les cultivateurs de la région viennent vendre leur production aux parfums méditerranéens. Tu les as fait sécher toi-même? Oui, en frigo. Mets-moi une corde en plus. Prends-en une autre. Ici se côtoient les cultures et les religions de la région. Il y a des Albanais catholiques, des orthodoxes, des musulmans, des gens du Kosovo. Chacun offre ses savoir-faire. C'est pour moi toute la beauté de cet endroit.
Dans le restaurant de Sénode, il y a tous les tempéraments de la Méditerranée. Même un peu de Marseille, avec la bouillabaisse locale. J'aime dire que je suis un homme du Sud. En Italie, en Espagne, en Grèce, en Turquie, les gens sont tous comme nous. On se comprend où que l'on aille. Je suis méditerranéen avant tout. Ici, on cuisine à l'huile d'olive. Les oliviers dans l'arrière-pays seraient près de 90 000. Sénade achète son huile d'olive chez Fatmir. Ce producteur aime dire qu'il est né sous les oliviers. Car ici, la terre nourrit des arbres qui ont plus de 2000 ans. Les Romains ont planté les oliviers, emblème de la Méditerranée. Tu aspires d'un coup, tu la laisses dans la gorge et tu déglutis. Ici, l'olivier est sacré. Il n'y a pas de frontière entre les propriétés, ce qui n'est pas courant dans le monde dans lequel on vit. On respecte l'arbre. Si le fruit tombe sur une autre parcelle, il appartient toujours à l'arbre. On n'a pas besoin de barrière. L'olivier est un symbole de paix et d'union. Dans la Bible, c'est l'arbre d'éternité. Et dans ma religion, l'islam, on prête serment au nom de l'olivier. Qui sont plus pressés que d'autres. Bonjour. Bonjour. Catherine, c'est toi? Oui, c'est bien moi. Bienvenue 3 bis ici. dans notre petit village un petit peu isolé sur les hauteurs. Donc je crois que tu es venu faire un peu de canyoning pour te rafraîchir après toutes ces journées de chaleur que tu as eues au bord de mer. Exactement. Et j'ai vu que tu proposais du canyoning. Oui. Et le gîte. Et le gîte, voilà. Donc je vais t'installer dans la chambre. Tu viens avec moi. Je te suis. Non, vraiment, Attends, ça se vaut, hein. La baie de Kotor et Medigovici, la route était très belle. Eh ben oui, les gens connaissent pas, mais c'est un très très bel endroit. C'est très nature. Ah, c'est très nature. On aime ça, ça nous garde à l'ombre et ça nous garde de la fraîcheur. C'est parfait, ça va me faire beaucoup de bien. Sport et nature, c'est exactement ce qu'il me fallait. Oh là Donc là. voilà, on est arrivé. Quelle vue magnifique! Catherine, à quelle époque tu as décidé de venir t'installer ici? Peut-être que tu es née ici? Non, 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 pas du tout en fait. Je suis calédonienne. Je suis venue en France, j'avais 10 ans. Et ça fait maintenant à peu près une quinzaine d'années que je suis venue au Monténégro en fait avec mon ami de l'époque. Et on est venu en fait organiser des séjours randonnées ici. Ce village était magnifique et voilà, on a fait des chambres d'hôtes pour pouvoir accueillir tous nos clients dans un superbe cadre parce que comme tu peux voir, c'est quand même assez unique. Donc voilà, je vais te laisser t'installer dans la chambre. Parfait. Et puis on se retrouve quand tu es prête pour partir donc, dans cette découverte du canyoning à côté de la ville de Bar. Je vais être prête assez rapidement. Bon, à tout de suite. À tout de suite. C'est un marché bien joli.
Voilà, avant d'aller au canyoning, je te propose qu'on s'arrête au marché de la nouvelle ville de Bar pour prendre quelques fruits, quelques petites sucreries et peut-être goûter quelques petites productions locales. Ah oui, chouette. Il n'y a pas du tout de touristes, hein? Non, il n'y a pas de touristes. C'est un marché de ville. Ah oui. Et c'est tous les jours, on peut tous les jours trouver tous les bons produits qu'on trouve dans cette région, de l'huile d'olive. Cette année, tu peux voir, c'est les melons et les pastèques. On peut prendre en quelques noix ou amandes, des choses comme ça te dit? D'accord. Dobar dan. Bonjour, vous désirez? On va prendre 100 grammes de... 100 grammes d'amandes? Oui, d'amandes. Ça fait combien? 2,70. Alors, je sors mes sous. Hop. Attends une minute, je veux te montrer quelque chose. Elle veut me montrer des photos de ses fils? Oui, elle veut montrer des photos de ses fils. Elle trouve que tu es une femme parfaite et elle veut bien t'accepter comme belle-fille. Dans sa famille. Oui, Je suis ta future belle-mère. D'accord. Waouh, quel bel homme. C'est mon fils, il est banquier. Regarde. Il s'appelle Luca et moi c'est Elena. Ok, Elena. Viens là que je t'embrasse. Goûte ça, c'est notre fromage de chèvre. Oh là là. Délicieux. Il est bon car il est fait maison. Comment tu dis délicieux? Odlecino. Odlecino. Moi, je vais prendre un petit fromage. Tant que je suis là, j'en profite. Hein. T'as bien raison. Est-ce que tu veux qu'on prenne un petit peu des olives? Allez. Ah oui. Je sais pas dire non, comme tu as vu. Ah, j'ai encore un fils à rencontrer. Bonjour. On fait une photo ensemble, d'accord. Tu veux venir sur la photo, Catherine? Allez, tous les trois en photo. Avec grand plaisir. Il ressemble à un footballeur, lui. Je sais pas à qui, mais... Pourtant, sa famille travaille à la rôtisserie qui est là. Bon, bah, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ah, j'ai passé un très beau moment. Ils sont très sympas. Nous voilà à l'arrière de la ville et on voit ce canyon, le canyon Ricavats, que nous allons descendre donc avec des petits rappels et des petits toboggans, des petites vasques et des petits seaux. Et comme tu peux remarquer, tous les alentours sont les oliviers. Et nous avons les olives que nous avons achetées ce matin au marché. On va manger avant de partir à l'eau. Bon alors Tiga, tu te sens prête? Ouais. Ouais, l'eau, les montagnes, j'adore ça. Elle est bien fraîche. Il fait presque 30 degrés là. Oui. L'eau va être à peu près à 18, ça va être parfait. On a les baudriers, la corde, tous les mousquetons nécessaires, on est prêt. Joie, bonheur, Monténégro. J'adore. Si je me trompe pas, je passe la culotte comme ça. Voilà. Hop. Et je tire. Voilà. Alors Tiga, va falloir que tu restes souple sur tes jambes et que tu ne sautes pas absolument n'importe où. Je fais ce que tu me dis, hein, sache-le. Voilà. Serpent! C'est une bonne région, les Balkans, on a beaucoup de serpents. On ne sait pas ce que c'est. Une chose est sûre, c'est qu'on n'est pas toute seule. Donc ici, tu vois, ça va faire un petit rappel sur 4-5 mètres. Ouais. Et après, nous allons faire un petit toboggan et qui va se terminer en plongeon en fait dans la grande vasque qui est en bas. L'eau est très transparente, elle est très claire. C'est absolument magnifique. Ok, l'aventure commence maintenant.
Je pense que tu as faim après cette petite session de canyoning. Ah oui. Alors, je te propose d'aller chez mon voisin, puisque nous, on ne propose pas de repas. Donc, on va chez Lazare, en fait, qui nous prépare des petites spécialités du pays. Et puis, tu vas voir, son endroit est absolument extraordinaire. Ça fait 15 ans que tu es ici, donc tu dois connaître tout le monde dans le village. Oui, je connais tout le monde. Et puis, à l'année, on est juste 3 familles à habiter ici. Et suite au tremblement de terre de 1979, comme tu peux voir, le village est surtout en ruine, en fait. Ah oui, c'est vrai. Dobro večer, Lazo. Bonjour, entrez les filles. Vous allez bien? Salut le chien. On a fait du canyoning. On a très faim. C'est presque prêt. Venez dans ma cuisine, je vais vous montrer comment je prépare l'ispod sač. Ah, c'est ici que tu fais ton ispod sač. Oh, Lazare. Je fais une cuisson à basse température dans ces jarres. Tiga, ouvre la bouche. C'est beau, hein? C'est fabuleux. On va se régaler. Aïe, aïe, aïe. Ah, on les voit bien, là, les ruines. Au top. Aux premières loges. Bonsoir. Dobro večer. Il y a de la liqueur de cerise, il y a de la liqueur avec du miel ou de la liqueur de noix. En général, la cerise... Cerise? Et puis on peut déguster, puisqu'en plus, après, nous rentrons à pied. Exactement, Catherine. Jiveli, santé. Jiveli. C'est délicieux. C'est délicieux, hein? Voilà. Catherine, merci beaucoup pour cette super belle journée. C'est tout ce qu'il me fallait, de la nature, de l'action, du sport et puis une Française hyper sympathique qui me partage avec moi sa vie toute simple au Monténégro. Merci à toi d'être venu partager ces moments avec nous. Et puis j'espère que tu auras envie de revenir au Monténégro. Compte sur moi. Les Alpes dinariques traversent les Balkans. Ce massif rocheux est une immense source de découverte pour le Monténégro. Avec 600 000 habitants, dont un tiers vivant dans la capitale, ces montagnes sont presque désertes. Les explorateurs peuvent s'y aventurer sans risque d'être dérangés. On a repéré 2 rochers intéressants. À première vue, il y a plusieurs voies à explorer. Et les gars, regardez par là. Je crois qu'il y a une voie possible. Montagnard, Željko passait ses vacances d'enfant dans les alpages. Depuis, il grimpe dans les Alpes, en Asie, mais surtout ici, chez lui. Ces terrains inexplorés, ces rochers inconnus, c'est un luxe. C'est ce qui me retient au Monténégro. Les montagnes, les canyons exigent encore beaucoup d'années d'exploration. Alors ça ne m'intéresse pas d'aller au-delà de nos frontières. Chaque fois qu'on explore une voie, chaque fois qu'on découvre un nouvel endroit, je me sens bien. Ça me donne une énergie incroyable. Une énergie qui me nourrit pendant plusieurs jours ou plusieurs mois. Ça me motive à poursuivre, à aller toujours plus loin. Je ne vois pas de limite à l'exploration. Explorer et publier leurs aventures sur les réseaux sociaux.
C'est pour Željko et ses acolytes un acte citoyen. Plus que tout, ils veulent dynamiser l'offre sportive et touristique de leur pays. Pour inspirer la jeunesse, lui montrer qu'elle peut rester au pays et gagner sa vie, ils prennent le grand air et d'autres préfèrent explorer les entrailles de la terre. Allez, encore un petit effort. Le Monténégro est véritablement un Eldorado de la spéléologie. Il y a des milliers d'objets spéléologiques à explorer, plus de 4000. Mais on n'a pas encore fini de recenser toutes les richesses du pays. Allez, on y va. Goran est spéléologue et doyen de l'université de Nikšić. Pour explorer le Monténégro, les universités forment des géographes et des spéléologues. On doit s'arrêter à l'entrée de la grotte, car la température extérieure est de 28 degrés. Dans la grotte, il fait 11. Notre corps doit s'adapter. À chaque entrée, c'est l'inconnu, de l'adrénaline. C'est pour ça que l'on descend, la découverte de l'inconnu. La largeur, alors un petit moment, 2. La hauteur, 3,2. Allez, on continue. Ça fait du bien, c'est formidable. Boire comme ça de la façon la plus naturelle, c'est une sensation merveilleuse que l'on a la chance de ressentir en descendant sous terre. Cette eau pure qui coule au Monténégro, c'est une rareté. C'est ce qu'on appelle des marmites, mais des petites. Il y en a des géantes où je pourrais rentrer tout entier. Quand une pierre tombe, la force de l'eau la fait tourner. En roulant, elle creuse cette forme. On ne peut pas croire que la pierre est morte. Elle est vivante, elle grandit. Elle a une histoire aussi incroyable que merveilleuse. Bonjour la civilisation. Comme un alpiniste qui vient de gravir un sommet et qui se dit « ça y est, c'est fini », nous aussi, lorsqu'on voit la lumière, on est heureux d'avoir exploré, observé. Mais bon, on ressent de suite un peu de mélancolie, une certaine tristesse. Car sous terre, nous sommes dans un lieu inexploré, un endroit où peut-être personne n'a accédé et où après nous, personne n'accédera peut-être. Au revoir, petit village de Medigovići. Hé, Catherine! Bonjour, Tiga, ça va? Bon, ben alors, je suis sur le point de partir. J'ai l'intention d'aller à Cetinje. Pour Cetinje, la capitale historique. Oui, c'est vrai, le J se dit Ye. Exactement. Cetinje. Je vais te chercher un petit thé, alors. D'accord, à tout de suite. Ouais, Cetinje, c'est pas très loin. Alors... Ah, merci. Si je me trompe pas, on est au-dessus de Petrovac. Exactement. Donc le meilleur itinéraire pour aller à Cetinje, c'est de reprendre vers Budva et de prendre la route qui remonte pour Cetinje et Podgorica. Donc Cetinje, c'est la capitale historique du pays. C'est là qu'on va retrouver tous les musées. C'est vraiment une petite ville charmante à visiter. Je te propose de contacter un de mes amis qui vit là-bas. Il s'appelle Igor, il fait de la danse folklorique. Et s'il est disponible, je suis sûre qu'il sera content de t'accueillir pour te faire découvrir la ville de Cetinje et également les danses folkloriques typiques du pays. Oh, quelle organisatrice de voyage. Merci, Catherine. C'est une très, très bonne initiative. Je suis contente de te faire partager ce patrimoine et ce beau pays. Ciao. Ciao. Est-ce que l'un de vous s'appelle Igor, s'il vous plaît?
Oui, je suis Igor. Ah, c'est toi, Igor. Salut, mais tu es tout jeune. C'est moi, Tiga. Bienvenue. Je suis très contente de te rencontrer. Merci beaucoup d'avoir accepté de me faire visiter ta ville. Je suis heureuse d'être à Sétigné. C'est grâce à Catherine, tu la connais bien? Oui, Catherine est super. Ah, elle est top. Tu veux un café? Non, c'est très gentil. J'ai déjà pris mon petit-déj avant de venir. Ok, alors on y va. Je vais te faire visiter ma ville. Top. Bonne journée. Tu sais que j'adore me promener à côté de toi. C'est rare qu'un garçon soit beaucoup plus grand que moi comme ça. C'est génial. En fait, vous êtes très grand ici, au Monténégro. Ouais. Et tous les danseurs de ta troupe sont grands comme toi? Oui, la plupart. C'est vrai? Sétigné est l'ancienne capitale du pays. Au XVe siècle, c'est Ivan Tsarnaevitch qui a décidé de faire de Sétigné le siège du trône. Il a fait bâtir un château et un monastère. Pourquoi est-ce qu'il a choisi Sétigné plutôt qu'une autre ville? Sétigné a été choisie parce qu'elle est au pied des montagnes, qui sont une protection naturelle contre les invasions. C'est la seule ville du pays qui n'a jamais été conquise par les Ottomans. D'accord. C'est surprenant parce que Sétigné, c'est quand même une toute petite ville. Oui, c'est vrai. C'était à l'époque la plus petite capitale d'Europe. C'est pas vrai. Et alors, qu'est-ce que c'est ce bâtiment? Voici le palais du roi Nicolas. C'est le noyau urbain autour duquel sont concentrées toutes les institutions culturelles. Et c'est ici que l'on conserve tout l'héritage historique du Monténégro. C'est une toute petite ville, mais il y a de grandes choses ici. Elle est mignonne cette rue avec ses maisons colorées, toutes petites. Oui, c'est la rue du prince-évêque Niégos, avec son architecture typique. Ce sont des petites maisons avec des toits en tôle pour que la neige tombe par terre plus facilement en hiver. Tu sais, notre groupe folklorique porte le même nom que cette rue, Petar de Petrović Niégos. Alors tu es danseur professionnel, c'est ton métier? Non, je fais de la danse comme un amateur. Ce n'est pas mon métier. Sinon, je travaille à la radio locale publique, sur des émissions d'information sur la tranche du matin. D'accord. J'avais senti que tu avais de bonnes ondes. Viens. Tu le connais? Non, on va le voir. Oh là là! Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette danse. Oh là là, si j'avais su que j'allais danser le rock'n'roll avec le Père Noël au Monténégro. Il est génial ce monsieur, c'est qui? C'est une figure très connue de Sétigné. Il tient la boutique de souvenirs. Il est fabuleux. Tu sais quoi? J'ai une idée, j'aimerais bien acheter une carte postale. Tu peux m'aider à en choisir une? C'est Sétigné, ça? Oui, c'est le monastère. Oh, génial. Elle est très belle. Ciao, ciao. Voilà. Igor, est-ce que tu sais écrire en cyrillique? Oui, on l'apprend tous à l'école. Tu veux bien m'aider à écrire ma carte postale pour ma tati? Qu'est-ce que tu veux que j'écrive? Alors, je t'envoie beaucoup d'amour depuis le Monténégro. J'ai rencontré des gens fabuleux, comme mon ami Igor. À bientôt. Je signe. Tiga plus Igor. Merci beaucoup, Igor. Elle va rien comprendre, je trouve ça génial. Tiga, je vais te présenter mes amis de la troupe folklorique. Voilà. Voici notre salle de danse, où l'on fait toutes nos répétitions. Il est très serré, est-ce qu'il va pouvoir respirer? Oui, j'espère bien. Ils sont tous prêts. Je vais aller mettre mon costume. Ok, je te laisse te préparer. Je vous retrouve sur la place du Palais. Go!
Bravo. Vous êtes essoufflé. Ah, c'est sportif, hein? Merci. Ah, merci, bravo, bravo. Vous êtes tellement beaux tous, c'est très, très digne, hein? Voilà. Merci à tous, vous êtes magnifiques. Thank you. De la fin de la Seconde Guerre mondiale au début des années 90, le Monténégro fait partie de la Yougoslavie communiste dirigée par le maréchal Tito. À la chute de cette Yougoslavie, les valeurs communistes volent en éclats. Aujourd'hui pourtant, au Monténégro, il flotte dans l'air comme une certaine nostalgie, celle de cette vie sous la grande Yougoslavie. Bonjour à vous tous. J'espère que vous avez passé une bonne journée sur la plage Morito. Veuillez vous lever pour accueillir l'hymne yougoslave. Emania est nostalgique de la Yougoslavie et personne ne semble s'en étonner. Je fais ça en l'honneur de nos ancêtres, qui vivaient ensemble et sans frontières, dans le respect de leurs différences. Aujourd'hui, je veux réveiller ceux qui sommeillent en eux. À l'époque, mon père partait avec 4 copains pour boire un café à Trieste, en Italie. Ils montaient dans leur Ficha, la petite voiture yougoslave, notre emblème, et ils traversaient la Croatie. Aujourd'hui, il n'y a plus cette circulation entre les peuples. Tout le monde nous salue, ils sont contents de voir la Ficha. Ça me rappelle le temps où, avec ma mère et ma tante, on revenait au village avec beaucoup de bagages chaque dimanche soir après la plage. On était 3 à l'arrière, on était heureux, et on ne manquait pas d'espace. Nebo est bibliothécaire et nostalgique. Au dernier recensement, il ne s'est pas déclaré monténégrin, mais yougoslave. J'aime ces bâtiments socialistes. Certains diront que c'est moche. Moi, j'aime ça. Ils ont le charme du souvenir. Ils ramènent à une époque plus heureuse, dans les années 60-70. Celle où mes parents avaient la sécurité de l'emploi. Ils pouvaient voyager, aller en vacances, consommer, accéder à l'éducation et la santé avec 2 salaires d'ouvriers. Pour moi, la liberté, c'est cette vie digne qu'ils ont eue. Et j'aimerais vraiment avoir la même vie qu'eux. Dans la capitale, Podgorica, Bloc 5 est le quartier à la mode, bâti selon le modèle yougoslave. Ici, l'ouvrier, le patron ou le fonctionnaire vivaient dans des appartements que leur entreprise leur mettait à disposition. Aujourd'hui, leur déco d'intérieur appartient aux collectionneurs. Bonjour. Vous profitez du soleil pour nettoyer votre collection yougoslave, c'est ça? Oui, là, c'est le premier téléviseur portable. Quand les Yougoslaves partaient en vacances, ils le mettaient devant leur tente. Pedrag, tu as eu un vélo comme ça? Moi, j'en avais un rouge. Tous ont fait leurs études à Belgrade ou Sarajevo. Dans leurs cités universitaires, ils vivaient avec des Serbes, des Croates, des Bosniens, catholiques, orthodoxes ou musulmans, avec toute la Yougoslavie, avant que la guerre ne les sépare. D'une certaine façon, je suis yougo-nostalgique. Mais au fond, je pense que c'est un modèle qui va renaître. Je sais qu'il peut fonctionner à nouveau. C'est une union économique des républiques.
Effacer les frontières, c'est la seule solution pour repousser le nationalisme actuel. C'est la meilleure solution pour l'avenir. Cette nostalgie de la Yougoslavie se niche dans des lieux insoupçonnables de la vie monténégrine. Pour redécouvrir les saveurs et les goûts de l'ère communiste, il faut par exemple se rendre dans les supermarchés, temple de la consommation et du capitalisme. Mais c'est où? En faisant ses courses, elle aime retrouver les saveurs de son enfance. Aucune maison ne pouvait vivre sans cette boîte de gâteaux. C'est toujours mes cookies préférés. Ça, c'est encore unique. On ne peut en trouver nulle part ailleurs. C'est un produit serbe. Ces produits yougoslaves sont la preuve que les échanges entre les pays existent de nouveau. Ça ne pose plus de problème d'avoir des produits serbes et croates côte à côte. Ça n'a pas d'importance, c'est le marché. Ça traduit aussi le sentiment de la génération qui n'a pas connu la Yougoslavie et qui, elle aussi, est yougo-nostalgique aujourd'hui. Au Monténégro, aujourd'hui, 60% de la population se revendiquerait nostalgique de la Yougoslavie. Je voudrais vous prendre des fruits. Je peux prendre une banane? Bien sûr. Ça fait combien? Non, je te l'offre. C'est vrai, vous me l'offrez? Oh, c'est gentil. En plus, à Bérane, les gens sont gentils. C'est vraiment charmant. C'est très gentil. Ciao, Nana. Comment ça va? Bien, et toi? Tu as des petites choses pour moi? Oui, viens voir. Vous allez les jeter? Oui, c'est plus bon, on ne peut plus les vendre. C'est mieux que ça vous serve. Super, merci, à bientôt. Ah, vous avez une ferme, vous récupérez les déchets alimentaires pour vos animaux? Non, je n'ai pas de ferme. J'en ai besoin pour colorer de la laine. Oh, vous faites de la teinture avec des pelures d'oignons, C'est quoi ça? C'est de la betterave? Oui, ça a l'air de t'étonner. Tu n'as sans doute jamais vu cette technique. Alors si ça t'intéresse et que tu as un peu de temps, tu peux m'accompagner dans la montagne. Viens avec moi. On va refaire là-bas? Ok, génial. Merci. Ciao, Sania. Ciao, Sania. Ciao. Salut. Je te présente ma nouvelle copine. Sania vient juste d'avoir son permis. Elle n'est pas encore très à l'aise. Et je dois t'avouer que j'ai un peu pensé que tu pourrais conduire à sa place. Oh, d'accord. Ça ne t'ennuie pas? Mais bien sûr que je vais vous aider, il n'y a pas de problème, je vais conduire. On va mettre ça dans le coffre. Vous êtes drôles toutes les deux. Ah oui, donc ça aussi, elle est récupérée la laine. Vous récupérez tout? Oui, comme pour les légumes. Elle serait jetée, alors nous on la récupère. Donc là, c'est improvisé, c'est une journée écotouristique pour moi. Je suis très contente. Allez, on est parti, en route les filles. Vu que c'est un 4x4, on va y aller direct comme ça. Tout le monde a attaché sa ceinture? On est parti. Ah, on va essayer de pas écraser le vieux monsieur, parce qu'il a l'air gentil quand même. Trop gentil. Alors, où je vais? Tu tournes à droite et avant le pont, tu tournes encore à droite. Alors comme ça, les filles, vous travaillez ensemble. Et dans quel but vous faites ça? Tu sais, ici, dans les montagnes, beaucoup de femmes n'ont pas de travail. Elles sont isolées et sans revenus.
on a décidé de les aider. Avec tout ce qu'on récupère, on fabrique des jouets pour les enfants. D'accord, donc c'est une entreprise sociale. Oui, et c'est vrai qu'on utilise beaucoup de notre temps libre pour s'occuper de ces femmes. Mais on le fait vraiment avec plaisir. Parce que vous, toutes les deux, vous avez un autre métier. Oui, c'est ça. Sania est médecin urgentiste et moi je suis professeure d'anglais. Wonderful woman. Super nana. Ils sont beaux, hein, ces chevaux. Bonjour, bonjour, bonjour. Dobro jutro. Sania, tu veux reprendre le volant? Non, tu te débrouilles très bien. Safari dans les montagnes du Monténégro. Hop. Ok. Tac. Alors, on a récupéré des oignons, des betteraves. Et alors les oignons, quelle couleur ils vont donner de laine? À peu près cette couleur-là. D'accord. Et comment vous avez découvert que tel fruit, tel légume donnait une couleur à la laine? C'est Sania qui expérimente les couleurs ici. Docteur Sania. Docteur en couleurs. En fait, à Pâques, la tradition, c'est de colorer les œufs avec les épluchures d'oignons. On fait cuire les épluchures d'oignons. On a fait la même chose, mais à la place des œufs, on a utilisé de la laine. Plus il y a d'épluchures et plus la couleur sera intense. Allez Tiga, on commence. C'est bien que tu sois venu. Tu aimerais vivre ici? Je sais pas, c'est une bonne question. C'est très beau, c'est très calme. Je pense que je serais très heureuse de venir ici quelque temps pour me ressourcer. Mais j'aime vraiment la ville, j'aime croiser beaucoup de gens dans la journée. Alors tu ne pourrais pas rester trop longtemps. C'est suffisant? Ça va. Déjà? Tu es une chimiste. C'est vraiment ce que je préfère, faire des expériences et travailler la couleur. Regarde tes mains. Regarde-moi. Toi, elles sont violettes, moi, elles sont rouges de betterave. C'est ça le produit fini? C'est ça vos jouets? Oui. Ça te plaît? Ils sont vraiment jolis, c'est très très bien fait. Qui est la professionnelle du crochet parmi vous? C'est moi. J'aime fabriquer de nouvelles choses, inventer de nouveaux modèles. Aujourd'hui, avec Biserka, on va travailler le modèle de l'arbre. C'est la première fois qu'elle va essayer de confectionner ce modèle. Oh, merci, t'es un amour. Merci. Petit café. Ah, et combien vous les vendez? C'est variable. On commence tout juste à les vendre sur Internet, entre 25 et 40 euros. Ça dépend de leur taille, du temps passé pour les faire. D'accord. En tout cas, c'est une très belle initiative. Oui, et on espère que Maritza et Biserka pourront gagner un peu d'argent et aider leur famille. Et que ce projet aide aussi les autres femmes d'ici. Lequel tu préfères? Je crois que j'aime bien la grenouille. Celui-là aussi, je l'aime beaucoup. Je vais prendre celui-ci. Bon choix. C'est un joli cadeau pour un enfant. Merci infiniment. Elle est trop chou.
À 2 heures de route, plus au nord de Beranne, le parc national du Durmitor. C'est la plus grande zone protégée du Monténégro. 39 000 hectares de pâturage en alpage. C'est ici que l'été, la famille Stijepović s'installe durant plusieurs mois pour veiller sur ses troupeaux. Quand il faut gagner la montagne, comme on le dit chez nous, j'ai hâte. Je viens le cœur ouvert et l'âme en joie. J'aime bien sortir en ville, faire la fête. J'adore la musique. Mais quand je m'éloigne de la montagne, je ressens un grand vide en moi. Veljko est né ici. Avec sa famille, il vit en alpage de mai à novembre, si le temps le permet. Si c'était possible, malgré les difficultés de cette vie, j'aimerais vivre en nomade. Pouvoir me déplacer en montagne et descendre avec mes bêtes où le climat est plus doux, vers Podgorica. À la cabane, Veljko et sa famille vivent en autonomie. Tous les jours, sa femme, Lieposava, prépare le pain. J'ai un panneau solaire qui nous alimente en électricité. Notre cabane est sur 2 niveaux. Le rez-de-chaussée où l'on vit et l'étage avec des lits pour dormir. Veljko et Lieposava ont 3 enfants. La petite passe l'été à la cabane en attendant la rentrée. L'aîné travaille à la capitale et l'autre garçon fait le berger. Il garde le troupeau dans les montagnes. Tu veux du café au lait? Non, pas pour moi. Lieposava t'a pris un peu de retard ce matin. Mais bon, on va s'en sortir quand même. Je suis fière d'avoir cette table abondante. La vie à la campagne est difficile. On ne ménage pas nos forces, mais nous avons à boire et à manger pour toute notre famille. On ne manque de rien. Mange, Rada, mange. Tu feras mieux les foins. Le Monténégro a la culture du clan patriarcal. Les générations travaillent ensemble et vivent sous le même toit. Les braises de la cuisinière ne pâlissent jamais. Elles sont toujours ardentes pour faire bouillir un café turc, comme on le boit au Monténégro. La famille est le rempart, la protection contre les crises. Alors, qu'est-ce que tu vois? Je ne sais pas. On dirait qu'il y a de l'argent. Je ne suis pas sûre. Un ancien proverbe dit « La maison ne repose pas sur la terre, mais sur une femme ». Parce qu'en alpage, les femmes travaillent à la maison et élèvent les enfants. Mais nous exerçons aussi des travaux masculins. Les produits laitiers, la viande, ils produisent tout ce qui les nourrit à l'alpage. Tous les jours, Lieposava fait son fromage de brebis. L'été, elle le vend aux touristes de passage. Veljko a un brevet professionnel d'hôtellerie et de tourisme. Il a bien essayé de travailler dans ces secteurs, mais il a préféré l'agriculture. Je n'ai pas supporté la vie en ville. Faire la queue devant les magasins pour acheter du pain, du lait ou d'autres provisions, c'était hors de question pour moi. Ici, sur la terre de mes ancêtres, je n'ai ni directeur, ni chef, personne. Je suis mon propre patron et celui de ma famille. Dobro jutro. C'est possible d'avoir un thé, s'il vous plaît? Merci, ça va. Je peux m'asseoir là? Andrea? Bravo, Tigre. Ciao, comment ça va?
Ça va bien? Oui. Moi je suis très curieuse de partir sur le lac. Est-ce qu'il y a des choses, des particularités qu'il ne faut pas qu'on manque tous les deux? Parce que toi tu me proposes cette balade sur l'eau. Hein. Il y a plein de choses. On peut visiter un monastère, voir les différentes espèces d'oiseaux, passer par de jolis petits canaux. Le lac fait presque 400 km². Tu n'aurais pas assez de 3 jours pour tout découvrir. C'est top. Ah, Andrea, voilà ton braquet. Merci. On finit notre petit déjeuner puis on y va? À la tienne. J'y vais. Quel joli bateau! C'est super, on va être à l'ombre. Militsa? Milica. C'est le nom de ton bateau? Vas-y, monte. Milica, c'est le prénom de ma fille. C'est le nom de ta fille? Oh, c'est une jolie dédicace, elle a de la chance. Allez, Andrea, on y va? Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver comme animaux, comme oiseaux sur le lac de Skadar? Il y a plus de 300 espèces d'oiseaux sur le lac. Beaucoup d'oiseaux migrateurs, mais aussi beaucoup d'oiseaux sédentaires. Et le plus connu, c'est le pélican. Au niveau de la flore, d'après ce que je comprends, il y a beaucoup de nénuphars. Exactement. Le lac Skadar est réputé pour sa flore exceptionnelle. Car un tiers de sa surface est recouvert par de la végétation. Fleurs, plantes, nénuphars. Qu'est-ce que c'est? Andrea! Attends, mais tu me gâtes! Le collier local. Ça me va bien? Elle n'attendait que toi. Merci beaucoup. Andrea, tous ces pélicans qui ont élu domicile ici sur le lac de Skadar, il y a bien une bonne raison, ça veut dire qu'il y a beaucoup de poissons à l'intérieur? Oui, c'est ça. Tant qu'il y aura du poisson dans le lac, on aura toujours beaucoup d'oiseaux. Cette richesse fait vivre aussi les habitants du lac, qui sont presque tous des pêcheurs. Mes ancêtres ont commencé à pêcher ici, il y a 300 ans. Et moi aussi, le lac, c'est toute ma vie. Je l'ai quitté à un moment. Et puis je suis revenu. C'est mon havre de paix. Voilà Tiga, on a accosté ici pour que tu puisses visiter le monastère orthodoxe de l'île de Bechka. Super. Bon. Je vais le visiter alors, mais je vais essayer de pas mettre trop de temps, hein. Bonjour ma sœur. Bonjour, je m'appelle Tiga et je suis de passage au Monténégro. Je suis passée en bateau et on m'a dit que je pouvais venir visiter votre monastère. Bien sûr, soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Comment dois-je vous appeler? Vous pouvez m'appeler Barbara, sœur Barbara. Sœur Barbara. C'est très joli. Merci beaucoup.
Combien de sœurs comme vous vivent ici? Nous sommes 11 sœurs et 6 novices. Nous vivons vraiment dans un lieu sacré, car cette église date du XIVe siècle. Elle a connu différentes occupations. On y a célébré à la fois des liturgies et des messes. C'est un lieu chargé d'histoire et d'émotions. En tout cas, c'est vraiment un très joli lieu. Sœur Barbara, c'est magnifique. Je suis contente que ça vous plaise. Est-ce que vous avez l'impression d'être coupée du monde? Peut-être que c'est un choix? Devenir sœur est un choix, et vivre sur une île aide à trouver le silence et la paix. Et même si nous sommes isolés, nous sommes parfaitement autonomes. Nous avons notre propre potager qui nous permet d'avoir tout ce qu'il faut pour vivre bien au quotidien. Alors non, nous ne sommes pas du tout coupés du monde. Oui, et puis d'après ce que j'ai compris, vous êtes très heureuse d'accueillir et de faire découvrir votre monastère aux voyageurs et aux voyageuses comme moi. Oui, quand on reçoit des visiteurs, c'est toujours un plaisir. Parce qu'ici, c'est la maison de Dieu et tout le monde est le bienvenu. Au nord du pays, la rivière Tara sépare la Bosnie et le Monténégro sur 200 km. De part et d'autre, on l'appelle la larme de l'Europe. Son bleu pur et translucide marque la frontière entre ces deux pays qui jadis étaient réunis au sein de la Yougoslavie. Où est-ce que je m'assois? Là, au milieu, sur le flanc. Aujourd'hui, le canyon de la Tara attire les vacanciers. Il est le plus long au monde après le Grand Canyon américain. Ce sont les pieds qui vous retiennent, comme ça. Micho est guide de rafting. Si aujourd'hui il accompagne des touristes, avant lui, son grand-père et son père déplaçaient des radeaux de marchandises sur la Tara. La rivière a toujours fait vivre sa famille. À droite, c'est la Bosnie. À gauche, c'est le Monténégro. Mais pour moi, il n'y a pas de frontière, seulement ma rivière. On ne peut pas diriger l'eau, c'est un être vivant. J'étais encore au collège, et même encore plus jeune quand j'ai commencé à venir pêcher seul ici. Tous ces rochers, je les ai passés à 7, 8, 10 ans, tout seul, tous. Micho a bâti son camp de rafting sur la frontière. Né au Monténégro, il a fait ses études en Bosnie avant d'y travailler comme guide. Ensuite, quand la guerre s'est déclenchée, il s'est réfugié ici, au Monténégro. Le long de cette rivière en forme de frontière, il a construit sa vie comme des centaines d'habitants. Souvent, il passe acheter du fromage chez Stanica et Lidia qui habitent juste au-dessus de la rivière Tara. Bonjour, ça va Stanica, fatigué? Salut Lidia. Ça fait plaisir de te voir. Et toi, ça va? Ça va pas mal, mais je suis pressé. Donne-moi le fromage et je m'en vais, j'ai des vacanciers. Stanica et Lidia ont une histoire incroyable, semblable à celle de centaines d'habitants dans la région, séparés un jour par cette rivière frontière.
Salut, merci. À bientôt. Elle est bosnienne, lui monténégrin. À l'effondrement de la Yougoslavie, ils se retrouvent séparés, chacun de part et d'autre de la rivière. Comment je me suis retrouvée de ce côté de la rivière? En me mariant avec lui. Il avait une tante de l'autre côté, on s'est connus. Une première fois, il a demandé ma main, j'ai dit non. Et 1 an plus tard, il est revenu, je ne sais pas pourquoi, le destin. J'ai dit oui. Me voilà de ce côté de la rivière. J'ai traversé la rivière pour demander sa main. De l'autre côté, elle faisait les foins. Je lui ai dit, jette ton râteau et prends la bague. Cette sublime rivière Tara qui sépare maintenant 2 pays inspire les hommes, les artistes, les poètes. Milos ne quitterait cet endroit pour rien au monde. Allez, bigarré, viens. Voilà. Cabri, petit bêta. Allez, viens toi aussi. Lashka, viens, viens. Ce qui a toujours inspiré Milos, ce sont les ponts comme celui-ci, qui traversent la rivière et relient les 2 pays. Par ce pont, je suis parti faire mon service militaire, faire mes études. Je suis parti voir le monde par ce pont, avant de revenir sur mes pas par ce pont. Comme le dit Andrich, notre écrivain prix Nobel de littérature, les ponts sont plus sacrés que les temples. Non seulement ils relient les rives, mais ils relient les gens. Ils sont éternels. Alors, la rivière m'accompagne. À moins que ce ne soit moi qui l'accompagne. Votre prévert avait la Seine, et s'il était vivant, il serait jaloux de moi. Tiga, maintenant, on va aller rendre une petite visite à mes cousins dans leur village. Mais avant, je veux que tu vois les pélicans. Là-bas, regarde. Oh, le blanc là-bas, oui! Quelle beauté! Andrea, les pélicans, ce sont des oiseaux migrateurs? Non, le pélican est sédentaire. Il vit ici toute l'année. Et ici, on les appelle nessites. Ce sont de très gros mangeurs de poissons. C'est un mot qui veut dire qu'ils ne sont jamais rassasiés. D'ailleurs, c'est par pur intérêt que le pélican s'associe au cormoran pour pêcher. En effet, le pélican flotte. Il ne plonge jamais, alors que le cormoran plonge sous l'eau pour pêcher. Il attend que le cormoran remonte pour lui prendre une partie de sa pêche. J'avoue que les pélicans ont une belle vie, hein. Tu préfères être un pélican ou un cormoran? En fait, ni l'un ni l'autre. Mais je veux bien vivre éternellement sur ce lac. Comment s'appelle leur village? Kernice. Kernice. Salut, papy Nicolas. Un peu plus à droite. Attention au bord. Voilà, c'est bien. Bonjour. Ça va? Très bien. Je saute? Wouhou. Wouhou. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. C'est là où tu habites? Oui, viens, je vais te présenter à ma famille. Voici mon frère, Vito. Dobar dan, dobar dan. Bonjour, Tiga. Vito. Vito, ok. Ma belle-sœur. Dobar dan, Marina. Mon épouse, Vida. Hi. Enchanté. Et mon fils, Vuk. Enchanté. Nice to meet you. Alors, est-ce que la pêche a été bonne? Ah oui, très bonne. Excellente même.
D'ailleurs, on va te préparer le poisson qu'on vient de pêcher, histoire que tu puisses goûter un peu aux spécialités gastronomiques de notre belle région du lac. Magnifique. Merci. J'arrive au bon moment alors. C'est bon, il est bien calé. Donc c'est ça que vous avez ramené. Alors Vesco, comment tu vas le préparer ton poisson? Alors bien sûr, d'abord on va bien le nettoyer. Après l'avoir frit, on va l'arroser d'une marinade d'huile d'olive, de vinaigre et d'ail qui va lui donner beaucoup de goût. Ah là 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 là, ça va être délicieux. Et bien sûr, en attendant, tu te détends et tu bois un verre. Merci pour l'invitation, c'est cool. Hé, content de te voir. Assieds-toi avec nous. Avec plaisir. Voilà, je suis bien comme ça. Toi, Andrea, tu sais déjà qu'il fallait t'asseoir, que tu allais manger ton petit poisson. C'est un peu comme ma maison ici. Après la pêche, j'aime bien venir ici pour profiter. Tu as bien raison. J'ajouterais que tu es ici sur mes terres natales qui sont très chères à mon cœur. J'ai voyagé, je suis parti travailler loin d'ici et j'en ai vu des belles choses. Mais c'est ici que je suis heureux. Aujourd'hui, j'ai 82 ans. Quand je jette mon filet dans le lac, j'ai l'impression d'avoir toujours 20 ans. Cette beauté, ce ciel bleu, ce lac, c'est ce que j'aime le plus. Tout ça pour te dire que c'est le plus beau pays du monde. Vesco? Ah, tu l'as. Oh, tout ça! Et c'est toi qui as tout fait? J'ai tout pêché et tout préparé pour toi. La soupe de poisson avec un mélange d'épices maison. Je suis très surprise parce que j'ai l'impression qu'au Monténégro, les hommes cuisinent beaucoup. Hein? Et je dirais même mieux que les femmes. On va se régaler. Ah, mais tout le monde s'est mis à table entre-temps. Ils ont faim. Faites de la place. C'est une belle table familiale. Mais quel sens de l'accueil. Voilà le pain fait maison. Tiens, Tiga. Je le mets ici. Andrea, toi, t'es complètement impassible. On voit que t'es habituée à cette situation. Moi, je suis très, très honorée. Je suis vraiment honorée d'être là. Merci à toi d'être venu nous voir. Da ste živi i zdravi. Živjeli. Santé. Santé. Živjeli. Et c'est ici, sur les hauteurs du magnifique lac de Skadar, que s'achève mon voyage au Monténégro. Riche de son littoral de 300 km, de ses montagnes majestueuses, de son histoire et de ses traditions, ce petit pays des Balkans s'est ouvert au monde il y a une vingtaine d'années en pariant sur le tourisme. J'ai été accueillie avec énormément de gentillesse pendant tout mon voyage et mon coup de cœur culturel, c'est incontestablement la ville abandonnée de Staribar que j'ai découverte avec Catherine, cette Calédonienne qui aujourd'hui est une véritable Monténégrine. Allez, je vous invite tous à revoir cette émission sur le replay de France Télévisions. Quant à moi, je vous attends sur tous les réseaux sociaux pour continuer ce voyage et en préparer d'autres. À bientôt! Vous pouvez dire ciao.